Bonjour Marion, merci d'être aujourd'hui dans le Talent Podcast, ça fait hyper plaisir de te recevoir. Merci à toi de me recevoir. Et on va démarrer, si tu veux, par la fameuse question. Qu'est-ce que tu peux dire à notre audience que les gens ne savent pas sur toi ? Je pourrais tenir un engagement peut-être. Ah, j'adore. Je me suis, qui est absolument pas professionnelle, si ça marche quand même. Ça marche aussi bien. Je me suis engagée à courir un trail de 20 km début juillet. Et pour le moment, mon entraînement me fait que boiter. Donc voilà, j'ai couru ce matin pour m'entraîner, je boite. Donc c'est dans 20 jours. Mais je tiens à m'engager. T'as tout le temps de la récupération. 20 jours, c'est plus qu'il t'en faut, large. Marion. On est large. Donc je confirme pour l'audience que Marion est arrivée en boitant à cet épisode. Et donc, on te posera évidemment tous la question au mois de juillet de comment s'est passée la course. Voilà. C'est très courageux d'avoir pris l'engagement à l'antenne. Que je t'ai dit à personne. Donc, merci beaucoup pour cette confidence. Marion, moi, j'avais vraiment très envie de te recevoir parce que ça fait quand même pas mal de mois maintenant qu'on entend beaucoup de personnes de notre écosystème commun dire qu'avec l'IA, les nouveaux outils en tout genre, il va y avoir énormément d'impact sur le monde du recrutement, sur le métier du recruteur, sur l'ensemble des pratiques, que ça va vraiment tout changer. On a même eu un épisode dans le Talent Podcast centré sur ce sujet-là. Et pourtant, tu as une conviction de fond qui est qu'il y a aujourd'hui, finalement, déjà dans le présent du recrutement, pas mal de fondamentaux qui nécessiteraient d'être mieux appréhendés, maîtrisés avant de passer à autre chose. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur cette conviction ? Avec plaisir. C'est vrai qu'on est souvent dans l'écosystème recrutement sollicité par des conférences ou des webinars ou plein d'événements qui vont te présenter le futur du recrutement, le futur du travail ou les nouvelles tendances. Chaque début d'année, tu as les nouvelles tendances du recrutement 2025, etc. Et en fait, tu as ça depuis toujours. Et force est de constater que les tendances se reproduisent d'année en année, et en fait il y a pas de, enfin bon, c'est un peu pénible parce qu'il y a pas vraiment, enfin on a eu des trucs de métaverse, d'IA, de big data, enfin voilà, même si je pense que pour le coup l'IA est pas une nouvelle tendance, il va être un vrai changement de fond. Néanmoins je suis toujours prudente au démarrage sur ce type de tendance, et en effet ce qui me vexe un peu, je crois, dans mes convictions, c'est qu'on essaye tout de suite de se jeter sur l'IA et sur toutes ces IA génératives qui peuvent nous aider dans notre quotidien de recruteur, alors qu'on maîtrise nous-mêmes pas notre job au démarrage, et que je pense que c'est plutôt je sais pas si c'est dangereux, en tout cas ça va clairement pas améliorer nos pratiques et ça va clairement pas nous faire grandir nous dans notre posture de recruteur que de tout déléguer à une IA alors qu'on maîtrise nous-mêmes déjà pas le sujet sur lequel on va la solliciter. Ouais. Et je pense qu'on le voit en fait quelque part dans plein de métiers. Alors c'est vrai pour le recrutement, mais on le voit dans plein de métiers aujourd'hui. La promesse du nouvel outil qui va te permettre de tout faire, d'aller plus vite, c'est toujours sans forcément bien penser à l'objectif, etc. C'est toujours le truc sur lequel on se jette assez facilement. Tu parles de bien faire notre métier. Alors du coup, quelle partie à laquelle tu penses en fait qui serait celle à maîtriser absolument, même si dans la foulée tu pourras déléguer d'autres choses à l'IA ? Alors, je pense que si tu reprends le process de recrutement du début, enfin, si tu le décomposes, chaque étape peut être déléguée, boostée, accompagnée par l'IA. Délégué, je sais pas, boosté en tout cas. Tu prends le sourcing, l'IA va pouvoir t'aider. Tu prends les annonces ou les messages d'approche, on peut t'aider. Le brief avec ton hiring manager, l'IA peut t'aider. La partie évaluation, enfin, en fait, à chaque fois, l'IA pourra t'aider. Est-ce que toi, en tant que recruteur, déjà, t'es en totale maîtrise de la méthodo? Est-ce que t'es sûr de vraiment être en contrôle de chaque étape de ce process pour pouvoir justement te faire accompagner et te faire booster par l'IA. Donc, à mon sens, moi, il y a 2 étapes qui sont très, très cruciales dans un process de recrutement, même si elles sont toutes, évidemment, très importantes, mais les deux qui sont très largement sous-cotées en recrutement, pour moi, c'est la partie du brief, de la prise de besoin avec ton hiring manager, donc la personne qui va recruter, pour qui tu pourvois un besoin, et la partie évaluation, parce que tu as une illusion de facilité dans l'évaluation qui fait des ravages, quoi.
Absolument, et j'adore ce que tu es en train de dire parce que je partage à 1000% et je trouve que c'est tout à fait sous-estimé par beaucoup d'entreprises ce sujet-là. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, de ton expérience, donc tu es à la tête de l'école du recrutement depuis pas mal d'années déjà aujourd'hui. En plus de ça, je sais que tu as offert récemment une expérience à pas mal d'entreprises de faire un audit de leur processus de recrutement. Donc je pense que tu as un état des lieux, des pratiques sur la France de recrutement qui est assez précis. Est-ce que tu peux nous partager, voilà, cet état des lieux, ce qui fonctionne moins bien, où on en est aujourd'hui en France sur le métier du recrutement? Je suis pas, j'ai pas mené une étude scientifique avec un échantillon viable, etc. C'est vraiment plutôt un pouls du marché d'un point de vue plus orienté business, où voilà, on a eu un petit échantillon de plusieurs dizaines d'entreprises qui nous ont confié leur process de recrutement. C'est déjà pas mal, mais enfin voilà, je veux parler, je sais à qui je parle, donc il n'y a pas d'échantillon scientifique fiable, tu vois. Mais en tout cas sur ces entreprises avec qui on a vraiment travaillé sur plus qu'un audit, enfin moins qu'un audit, c'était plutôt un diag, tu vois. C'est voilà, on va regarder ensemble ton process, on va voir où sont tes forces, où est-ce que tu peux t'améliorer, est-ce qu'il y a et nous, d'un point de vue plus global, c'est super intéressant de voir s'il y a des tendances et s'il y a en effet plutôt toujours des sujets sur lesquels les entreprises s'en sortent pas trop mal, ou d'autres sur lesquels il y a toujours où le bas blesse toujours. Et en effet, on a les moins bonnes notes, puisqu'on l'a un peu brandé comme un diagnostic, tu vois, comme le diagnostic que tu peux faire pour ton bien immobilier, le DPE, le diagnostic énergétique. On l'a fait sur le recrutement, donc c'est le DPR, quoi, le diagnostic de ta performance de ton process de recrutement. On peut encore le faire ou pas? On peut encore le faire. On peut évidemment encore le faire. Et du coup, sur chacune des étapes, on va te donner, par rapport à ce que la science dit de la méthode, on va te donner plutôt une note entre A et D, E sur voilà, où tu te situes et où se situe ton process. Sans grande surprise, les entreprises sont plutôt en général assez faibles en score sur le brief. Et sur l'évaluation. Pas de surprise du coup. Et sur les autres étapes? Sur les autres étapes, t'as vraiment des décalages de perception entre ce que le recruteur pense bien faire et n'ayant pas forcément de modèle de référence et d'idéal de référence. Typiquement, il y a beaucoup de recruteurs, en tout cas de responsables recrutement, c'est pas les recruteurs forcément, mais de responsables recrutement qu'on a pu interviewer, qui nous disent que leurs annonces, elles sont bien, quoi. Donc si tu prends du déclaratif, de façon très objective, on peut aller le checker nous-mêmes, mais en tout cas si tu écoutes, il y a pas mal de responsables recrutement qui vont dire non mais nous nos annonces ça va, c'est perfectible, mais franchement c'est pas la cata. Donc tu te dis si ça c'est pas la cata, du coup si tu penses que ton brief c'est la cata, ça doit être vraiment la cata. Mais en effet sur la partie annonce, on constate, on peut tous les lire, donc on le voit que c'est quand même pas toujours super bien réfléchi. En tout cas, c'est rapidement un copier-coller d'un descriptif de poste et voilà. C'est pas réfléchi en vente, en tout cas. Pour les personnes qui veulent candidater. Et puis le sourcing, on s'en sort pas trop mal, il y a quand même des bonnes pratiques, les gens se forment. Je pense que ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de mobilisation qui a été faite autour de la reconnaissance du métier de sourceur. Je pense, sans fausse modestie, que l'école du recrutement y a beaucoup contribué parce qu'on en a beaucoup parlé, on a beaucoup œuvré là-dessus. Notre cheval de bataille du moment, là, c'est l'entretien structuré, mais pendant longtemps, c'était le sourcing. Donc oui, il y a quand même alors ça reste, tout est perfectible évidemment, mais globalement, si on devait faire les plus et les moins, on a des entreprises qui s'en sortent pas trop mal sur les aspects sourcing, très largement améliorables sur la partie annonce approche, et pour le coup très 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 perfectible sur la partie brief et évaluation. Alors sur la partie évaluation, moi je suis pas surprise parce que nous, à travers notre métier d'assessment, on intervient souvent après l'évaluation de nos clients, en complément, on va dire. Et donc, je vois assez facilement ce qu'ils arrivent à obtenir comme information en termes d'évaluation, ce que les candidats ressortent de cette phase-là d'évaluation qui parfois est pas
à la hauteur de l'expérience candidat qui a été pensée à l'origine. Et puis le manque de méthodo qu'il peut y avoir, puisque en fait on oublie qu'il y a des méthodos pour évaluer les candidats dans un entretien. Sur le brief, je serais curieuse de t'entendre, qu'est-ce qui mériterait d'être fait autrement, où est-ce que tu vois les plus gros écueils? Faire un brief déjà. D'abord commencer par le faire. Ah oui. Combien de recrutements commencent avec un bout de brief ou un semblant de brief ou un début de bout de post-it ou d'email ou de message ou de texto qui est il y a un nouveau poste de sales dans l'équipe, tu l'as déjà fait il y a 6 mois, on recommence. Non, on recommence un brief, ouais. On recommence pas le recrutement, on recommence un brief, on repart pas avec les anciennes infos. Et sacraliser le temps du brief. Ne pas se satisfaire, ne pas accepter en tant que recruteur, je pense que ça c'est un vrai sujet, ne pas accepter un brief de 20 minutes, quoi. On peut pas. Alors, parce qu'un vrai brief, c'est combien de temps, Marion, pour les gens qui nous écoutent? Si t'as pas 1 heure, je pense que tu pourrais le faire en 5 heures. T'apprendrais toujours des choses. Après, il y a une réalité opérationnelle pour tout le monde qui fait que voilà. Mais si tu y passes pas au moins 1 heure, 1 heure et demie, je vois difficilement comment tu peux avoir l'intégralité des infos pour travailler correctement. Et si on creuse un peu plus loin, parce que j'entends finalement beaucoup de RH au sens large qui disent toujours que récupérer du temps, enfin obtenir un vrai entretien avec des opérationnels pour parler d'un sujet de façon qualitative, c'est un vaste challenge. S'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, comment est-ce que tu peux nous expliquer la valeur ajoutée de ce que tu vas trouver dans 1 heure de brief? Pourquoi est-ce que finalement tous les hiring managers qui sont en train de nous écouter là devraient passer du temps dans cet exercice? Parce que le recrutement, c'est une illusion de facilité. On croit très souvent que c'est assez facile de recruter, de savoir ce qu'on cherche, de dire bah oui, je sais ce que je veux, de la même façon qu'on croit toujours que c'est très facile d'évaluer, tu te poses en entretien, tu laisses la magie opérer, un peu de bagou, voilà, mon 6e sens, tous ces trucs qu'on connaît bien. Sur la partie brief, c'est un peu pareil, je sais ce que je veux, et on croit toujours identifier d'abord savoir ce que c'est qu'un critère, or c'est rarement les bons critères, et c'est toujours les mêmes, on recherche toujours plutôt le profil du gendre idéal que de la personne compétente sur le job. Donc en fait, on se laisse souvent embarquer dans un profil type, de personne qui va être socialement désirable plutôt que compétente sur un poste donné. Et donc on va très rapidement toutes et tous se laisser berner, hiring manager et recruteur, s'il n'y a pas de méthodo derrière, on va tous se laisser embarquer dans ce truc de critères qui sont socialement désirables et où on va se dire que ça va être très utile pour ce poste-là, alors que à la fin, est-ce que tous les critères qu'on a définis, d'abord, sont vraiment des critères et sont en plus vraiment directement liés au poste et très utiles pour réaliser ce poste-là? C'est rarement le cas. C'est rarement le cas, et quand tu fais des process de recrutement, tu le constates, enfin c'est flagrant, quoi. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent sans trop savoir ce qu'elles recherchent. Ouais. Et c'est ta garantie de succès derrière, en fait, c'est vraiment ça le sujet, c'est qu'en fait, si t'as pas fait un brief correct, derrière, tout ce que tu vas articuler, toutes les étapes d'après peuvent partir dans la mauvaise direction. Ah du coup, tu peux partir, c'est explosion, c'est étoile, tu pars dans tous les sens, et du coup, tu vas très probablement poser ta décision et choisir le meilleur candidat, mais qui sera pas forcément le meilleur professionnel pour occuper le poste. Par contre, ça aura été le parfait candidat ou la parfaite candidate. Je pense que moi, j'ai vraiment cette capacité. Typiquement, moi, demain, tu me fais passer plein de process de recrutement. Je pense que j'ai cette capacité à te séduire assez facilement parce que je coche pas mal de cases, tu vois. Et donc, je pourrais être socialement désirable par pas mal d'entreprises, sur pas mal de postes, parce que je vais vite comprendre le truc. Et donc, je peux être une très bonne escroc, quoi, tu vois, en entretien, et une très bonne candidate. Je pourrais probablement me faire embaucher si j'avais du temps. J'adorerais faire des espèces de process mystères et pour me faire embaucher dans plein de métiers différents pour montrer pour mettre de l'eau à mon moulin, mais je suis quasi sûre que en bossant un peu, tu vois, 2-3 termes techniques, j'arriverais à déjouer tous les recruteurs, parce que les recruteurs et les personnes qui recrutent, il n'y a pas que les recruteurs, il y a aussi les hiring managers, parce que je peux cocher ces cases-là, mais sauf que je serais juste une bonne candidate, et c'est pas ça qu'on cherche. Au final, on cherche un bon professionnel, et le bon professionnel, il a des critères qui sont directement liés au poste, et ça se travaille, ça s'invente pas. Mais si on te l'apprend pas, tu peux pas aller les chercher. Et c'est toute l'essence de l'école du recrutement, c'est justement d'apprendre ça. D'apprendre à aller les définir et à aller challenger le hiring manager pour vraiment
décliner, décrypter finalement ce que tu vas chercher derrière. Et pour autant, j'entends l'objection qui est souvent faite, et d'ailleurs, encore une fois, même nous, par moment, on le subit un peu en tant que prestataire sur l'assessment final. De plus en plus, ça a toujours été le cas hein, depuis autant de temps que je fais ce métier, mais de plus en plus, il y a des gens qui nous disent non, en fait, plus besoin. Moi, je suis convaincue, j'ai mon job, voilà le brief, et qui t'envoie 5 lignes, etc. Comment est-ce que tu accompagnes justement des recruteurs parce qu'en fait, ils sont pas les seuls responsables de ce truc-là, hein, à éduquer en interne sur ce sujet? Ouais, c'est une question de posture. C'est hyper compliqué. C'est hyper dur parce qu'en effet, et puis alors ça dépend de ta seniorité, de ton aisance, de ton assertivité. Enfin, ça dépend d'énormément de choses. Je pense que c'est vraiment au rôle de la direction du recrutement d'impulser ce respect-là. On a une cliente avec laquelle on travaille qui avait, elle, radicalement imposé des règles. En fait, elle travaillait, alors c'était dans un environnement de travail particulier qui fonctionnait, mais on peut tous l'adapter. C'était assez extrême, mais boîte dans l'informatique, beaucoup de recrutement sur des temps très courts, une équipe recrutement qui déborde de tous les côtés. Elle met en place un système de sprint de recrutement. Donc, tous les hiring managers doivent postuler pour être éligibles au sprint de recrutement. Et pour postuler, il faut remplir un certain nombre de critères et donc respecter un engagement avec l'équipe recrutement. Et les engagements, ça va être notamment, évidemment, de faire un brief complet, d'avoir les bons critères, etc. Mais c'est aussi des engagements très concrets vis-à-vis des recruteurs de respect de leur travail, qui est quand on te présente un profil, j'ai plus exactement les bons chiffres, je te donne mais tu as 24 heures pour me faire un retour. Je crois qu'elle avait à la fin même pré-bloqué des créneaux dans les agendas des hiring managers pour que dès qu'il y a un candidat qui colle aux critères qu'on a définis lors du brief, on n'ait pas besoin de la validation du manager, le recruteur cale directement un entretien dans l'agenda du hiring manager parce qu'il a déjà pré-bloqué des créneaux. Et il s'engage à les tenir, à les respecter. Il s'engage à faire un retour dans les 24 heures. Et enfin voilà, tout un enchaînement de contraintes. Mais c'était un sprint où, du coup, le hiring manager, il avait un recrutement qui était fait dans les 15 jours. Hein, donc c'était quand même... Le bénéfice est assez tangible pour que tout le monde ait envie d'y aller. Incroyable. Quoi. Et les rares managers qui n'ont pas joué le jeu, ils étaient exclus du process. Et elle disait, si t'as pas d'engagement, il n'y a pas de recrutement. Waouh. Hyper ferme. Ça donne envie quand même. Ça donne un peu envie. Ça donne envie, mais je trouve que ça remet le débat de pourquoi certaines fonctions semblent, en tout cas de l'extérieur, être plus challengées que d'autres. Pourquoi est-ce que finalement la place du recruteur et parfois la place de l'ARH dans l'entreprise est un peu plus difficile à tenir? Est-ce que toi, tu as une conviction sur le sujet? Pourquoi est-ce que sur ce sujet-là, ça a l'air aussi difficile, entre guillemets, d'imposer ou de faire respecter un certain nombre d'engagements à tes clients internes? Mais en fait, je pense que on arrive quasiment tous, dans le recrutement par hasard. C'est pas une vocation. Tu te dis pas, quand je serai grande, je serai recruteuse. C'est pas un métier qui fait rêver, mais c'est aussi pas un métier qui est reconnu parce que c'est pas un métier dans lequel tu as une formation. Donc si demain tu veux être recruteuse, il y a pas d'école pour être recruteur. On a tenté. Par la vôtre quand même. Ouais, mais nous on fait de la formation continue, oui, tu vois. On a tenté la formation initiale, c'est carrément un autre métier. Je rêve de le refaire un jour. Notre modèle a pas fonctionné d'un point de vue pédagogie, c'était une vraie réussite d'un point de vue business et quand même on est dans une réalité économique certaine et nous on n'a pas réussi à trouver le bon modèle économique pour l'école, mais on avait un bachelor chargé de recrutement donc on a voulu réparer ce truc là, on n'a pas réussi, mais en tout cas le fait est qu'aujourd'hui tu n'as pas de formation initiale pour devenir recruteur, donc si tu veux être recruteur tu as le choix de faire une école de commerce pour être un peu généraliste et t'en sortir de toute façon tu veux sans savoir recruter voilà, et puis où tu vas en école RH et en école RH moi j'ai fait un master RH, j'ai même pas eu 10 heures de cours de recrutement, enfin bon, de toute façon c'est pas considéré dans les écoles RH, c'est quand tu seras grande tu seras des RH et donc tu commences par être recruteur, un jour tu passes après au dev RH, enfin voilà, mais quand tu seras grande tu seras des RH, il n'y a pas de carrière rêvée de recruteur alors qu'il y a quand même plein de choses à faire dans ce métier. Donc déjà je pense que d'un point de vue académique et reconnaissance même dans les entreprises et dans les parcours des entreprises, c'est pas a priori pas la voie royale, c'est pas très connu. Donc c'est pour ça que nous on tambourine partout, fier d'être recruteur, parce que en fait tu peux être fier de ce que tu fais, c'est un métier à part entière, ça, tu peux pas l'improviser, enfin faut vraiment il y a un énorme impact sur le business. C'est essentiel, c'est le moteur, c'est clairement l'essence dans le moteur de ton business. Mais comme
tu vois, il y a pas ce truc un peu noble et un peu prestigieux d'école ou quoi que ce soit. Bah, t'y arrives un peu par hasard. Et c'est aussi hyper cool. Enfin, moi, dans mes convictions, c'est aussi très cool. Ça veut dire qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. On peut tous être recruteurs et recruteuses. Et ça, c'est très chouette. Et du coup, qu'il y a une diversité aussi de profils. Voilà. Ouais. Mais du coup, puisque tu y arrives un peu par hasard et sans formation, bah, tu fais avec ton bon sens et ta débrouillardise et probablement ce que ton manager a bien voulu te faire passer comme message. Et là, c'est toi et ta chance. Soit tu as eu un manager qui t'a enseigné la bonne méthode, soit pas. Moi, j'ai commencé le recrutement, on m'a mis face à un candidat, on m'a dit débrouille-toi, quoi. Oui. Donc, on m'a jamais formé à rien du tout. Donc évidemment, à ce moment-là, quand tu dois aller défendre une position face à un hiring manager, tu dois aller défendre une position face à un CFO pour le convaincre que si ce contrôleur financier, même s'il n'a pas tel truc ou tel machin qu'il pensait indispensable, c'est un candidat qui vaut le coup. Bah en fait, c'est ta parole contre la sienne, c'est ton feeling contre le sien. Bah évidemment, t'as perdu. Voilà. Évidemment, t'as perdu. T'es pas maître du process en tant que recruteur dans l'entreprise. Voilà. Donc, et puis c'est hyper dur. Souvent, tu commences, comme je disais, donc t'es jeune et en fait, tu t'imposer face à un CFO qui te dit, bah non, il me faut ça. Bah ok. En fait, tu te tais, tu sers et voilà. Et tu deviens un recruteur guichet et frustré. Ouais. Et puis t'es imposé effectivement, sans vraie méthodo et donc sans capacité à prouver ta valeur parce que tu as justement une autre formation que ton opérationnel, c'est très compliqué. Alors évidemment, j'ai très envie de t'entendre, tu t'as parlé du brief, t'entendre sur la partie évaluation parce que moi j'ai 1 million d'exemples qui me hérissent le poil depuis des années sur les pratiques d'évaluation, celles qui paraissent être bonnes, moins bonnes, etc. Je pense qu'on en a entendu en commun dans certains dans certains groupes. C'est quoi ta vision de l'état des lieux de la partie évaluation dans le processus de recrutement? Écoute, je pense qu'il faut toujours prendre le pas de recul. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on bassine tous ceux qui veulent bien nous écouter ou nous lire que l'entretien structuré c'est hyper important et que ça peut sauver des vies. Blague à part, on parle énormément de la méthodologie de l'entretien structuré à l'école du recrutement depuis à peu près 2018 et on s'est amusé il y a quelques mois à regarder les Google Trends en France sur la recherche entretien structuré. Ok, alors et on a vu un gros pic à partir de 2018 et qui continue de croître. On veut penser qu'on n'y est pas pour rien et qu'on l'a vachement démocratisé et mis sur le devant de la scène. Donc, je pense qu'il y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un appel entrant d'un très grand groupe industriel qui veut former ses hiring managers. Ils sont plus d'100 à l'entretien structuré. Call qui n'aurait jamais eu lieu il y a encore 5 ans, je pense que c'était pas possible. Donc je pense que les choses avancent. Malgré tout, on a encore des pratiques un peu trop exotiques, je pense, ou farfelues, ou je sais pas comment le définir, qui sont pas faites dans une logique de malveillance pour maltraiter les candidats ou quoi que ce soit, mais qui sont vraiment par méconnaissance des concepts de l'évaluation. Et qui, il suffit de demander à nos potes comment se passent leurs entretiens de leur process de recrutement, et puis on a envie de pleurer, quoi. Et après, on prend du popcorn et on s'amuse toute la soirée. Mais effectivement, en fait, c'est terrible. Je pense que le recrutement, et on s'en parlait dernièrement, mais le recrutement, ça fait partie de ces métiers sur lequel tout le monde se sent à l'aise d'avoir son mot à dire, son avis, sa créativité, comme s'il n'y avait pas finalement quelque part une méthodologie éprouvée, robuste, scientifique. Enfin, tu parlais de science tout à l'heure. Et donc, du coup, tout le monde a un avis sur comment recruter. Enfin, moi, je sais que dans un dîner d'amis, chacun va se balancer sur moi la question que j'aime bien poser à mon candidat ou le test que j'aime bien lui faire en live, c'est ça. Et donc, malheureusement, c'est un sujet sur lequel il y a peut-être pas beaucoup à la base de partage sur le fait que oui, c'est un métier avec une méthodologie, avec des choses qui fonctionnent, d'autres choses qui servent à rien. Mais parce que de toute façon, dans n'importe quel circuit d'études, management ou même spécialisé, on t'enseigne pas ça. Donc, on disait tout à l'heure que le recrutement est pas enseigné en école RH, mais elle est enseignée, le recrutement est enseigné nulle part ailleurs. Donc, dans les écoles de management qui préparent les futurs hiring managers, jamais on leur fait des cours sur le recrutement. Et si on leur en fait, vu le niveau en école RH, j'imagine à peu près celui en école de management. Donc, évidemment, en fait, oui, à partir du moment où on te l'enseigne pas, on pourrait croire que du coup, ça n'a pas besoin d'un enseignement parce que le bon sens suffit.
Ouais, c'est ça, c'est une question de bon sens. C'est bien le sujet. Alors aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret parce que encore une fois, de temps en temps, on ne sait pas qu'on a un processus qui est pas adapté tant qu'on ne l'a pas dit, tant qu'on n'a pas rencontré un bon processus, etc. Est-ce que tu pourrais nous partager les trois erreurs courantes que tu vois qui partent peut-être d'une bonne intention dans les pratiques des entreprises que tu as rencontrées, les 3 erreurs courantes qui sont faites peut-être sans forcément prise de conscience de leur impact, au-delà de l'absence totale de brief que j'ai entendu tout à l'heure. J'allais répéter. Franchement, si je dois en donner 3, je remets quand même le brief. Désolée, j'insiste, mais je remets quand même une heure de brief, mais pas fait n'importe comment. Hein. Encore une fois, il suffit aussi de poser des questions qui vont nous donner les bonnes réponses intéressantes. Et les 2 gros points après pour moi, c'est et ça se fait, dont un se fait pendant le brief. C'est comment tu définis tes critères. Parce qu'en fait, le questionnement du hiring manager et donc cet entretien que tu as avec le hiring manager au moment où il recrute, où il a un besoin de recrutement, et ça vaut quand tu as un RH ou un recruteur en interne ou quand c'est avec un cabinet ou quoi que ce soit, peu importe, mais en tout cas, quand il y a cet échange-là, au moment de qu'est-ce que je recherche, là aussi, il y a une méthode pour se questionner, pour définir des critères. Et cette méthode qui s'appelle la méthode des incidents critiques, elle est hyper intéressante à mettre en place parce qu'en fait tu vas chercher à reproduire des comportements. Donc là, si je peux donner le tips en 2 secondes, vas-y. C'est de s'interroger sur quel comportement je veux reproduire ou je ne veux absolument pas reproduire parce que ils ont eu des conséquences particulièrement positives ou particulièrement négatives, si je veux pas les reproduire, sur le poste donné. Donc tu vas penser, on dit toujours il faut pas cloner. Si, on peut cloner, mais il faut cloner les bons trucs. On veut pas cloner des gens, on veut cloner les bons comportements. Et du coup, tu arrêteras de cloner des profils avec des parcours, des études, des écoles et des niveaux sociaux qui se ressemblent. Tu vas aller chercher des comportements. Et donc ça, quand tu vas être en capacité d'identifier toi dans ton équipe en tant que manager, forcément, toi, t'es hiring manager, t'as ton équipe, tu les vois tous les jours, tu sais pourquoi un tel est meilleur ou pourquoi un tel est un peu moins bon. Tu sais ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas qui le rend bon ou moins bon. Et faire cet exercice d'aller chercher ces éléments-là, alors le plus facile étant d'aller chercher les éléments qui sont particulièrement exceptionnels et avec des traits très marqués, comme ça t'exerce un peu, parce que c'est pas si facile à faire comme exercice. Il faut avoir un terrain de rebond, parce que tout seul c'est compliqué, mais si tu te poses ces questions-là déjà, ça va te donner un certain nombre de comportements, une liste de comportements, et ces comportements, en les retravaillant, en les recoupant, c'est un vrai métier, et c'est là le job du recruteur, censément. Là, en les travaillant, en les recoupant, ça va te donner des critères qui sont directement reliés au poste, et là tu vas pouvoir les hiérarchiser en disant alors ça c'est indispensable, ça c'est rédhibitoire, ou oui, alors ça je vais pouvoir l'accompagner parce qu'en vrai c'est cool quand un tel fait ci ou ne fait pas ça, mais en fait ça je peux lui apprendre vite fait, donc ok, finalement c'est pas si un bon critère. Et là, en faisant cette méthode là, plus jamais en tant que recruteur tu auras je veux un profil top école, parce que ça n'existe plus. Il y a aucun top école qui fait un truc de plus ou de moins que les autres. Et oui, donc ça te permet de travailler aussi du coup sur tous tes sujets de diversité, etc., qui sont des intentions tant qu'il n'y a pas une méthode qui est associée en fait. Évidemment. Mais ce qui est génial quand tu fais cet exercice-là, tu vois, pour le faire aussi sur des briefs d'assessment, c'est que finalement t'aides en tant que recruteur le manager à prendre de la hauteur sur des choses. Tu le dis en fait, chaque manager a bien observé au quotidien ce qui distingue quelqu'un d'exceptionnel sur le job de quelqu'un qui est peut-être vraiment sous-performant sur le job. Donc il les connaît tous ces comportements, mais en ayant ce questionnement hyper structuré, tu l'aides finalement à hiérarchiser, à prioriser ce qui est essentiel de ce qui l'est pas. Exactement. Et ça, c'est la valeur que tu vas apporter en tant que recruteur. C'est ce qu'on apprend, nous, c'est ce qu'on apprend en effet à nos recruteurs, et aussi aux hiring managers conformes, on leur apprend ça et ils adorent. Franchement, ils adorent parce que on retombe sur des choses concrètes, et même eux, ils sont plus rassurés. Et puis même eux, ils réalisent que mais en fait, je savais pas tant que ça ce que je cherchais. Je croyais savoir, et en fait, je savais pas trop. Et puis le dernier truc, c'est donc tu fais un brief, t'as tes critères, et le dernier truc, c'est poser les bonnes questions. Parce que le questionnement dans l'exercice de l'entretien, c'est hyper important. Il y a plein d'entretiens qui sont des entretiens de séduction et pas d'évaluation.
Et je pense pas que la séduction, elle ait sa place au moment de l'évaluation. Elle a sa place dans le process de recrutement à plein d'autres endroits, mais pas à ce moment-là. Et souvent, on se trompe, on n'est pas au bon moment, on n'est pas dans le bon timing de séduction. Et c'est là que du coup, tu vas te faire potentiellement un peu, séduire par les bons candidats et qui seront pas forcément les bons professionnels. Parce que si tu as la bonne méthode de questionnement, avec des questions comportementales, justement, où tu vas aller chercher des comportements. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu vas demander au candidat, dans une situation précise, dans la dernière... Enfin, en tout cas, tu lui demandes de te raconter la dernière fois où il a été dans une situation précise et comment il a réagi. Et ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de scientifiquement de plus fiable en termes de capacité de prédiction dans la performance dans un job. C'est pas à 100%, en effet. Mais en tout cas, c'est la méthode la plus performante qu'on a sur l'évaluation. Donc, et poser les mêmes questions aux candidats, parce que souvent, j'ai des clients qui nous disent oui, nous on met en place l'entretien structuré, on pose toujours les mêmes questions à tous les candidats. Mais si c'est pas les bonnes questions, si tu poses 18 fois, si tu poses à tous tes candidats la question de combien de balles de ping-pong tu peux mettre dans un Airbus, en fait, ça reste une mauvaise question. Donc ça... il y en a beaucoup qui la posent. Alors du coup, je le dis, c'est une mauvaise question. Pourquoi alors? Mais parce qu'on va rien en déduire de ça. Enfin, je sais pas ce qu'on cherche à évaluer à travers cette question. Si on cherche à évaluer une capacité d'analyse, il y a plein d'autres façons de l'évaluer de façon bien plus fiable. Encore une fois, on parle de fiabilité. Le recrutement, moi je veux pas faire l'espèce de dogmatique, c'est comme ça la méthode, il faut l'appliquer, machin. C'est pas ça. De façon très, on est chef d'entreprise toutes les deux, de façon très pragmatique. Recruter quelqu'un, c'est prendre un risque. Comment tu réduis ta prise de risque? C'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce que les hiring managers veulent faire quand ils recrutent, ils veulent pas se gourer. Voilà. Donc, comment tu fais pour réduire ton risque d'erreur sur ton recrutement? Il y a des méthodes qui existent. Continue à compter les balles de ping-pong si tu penses que c'est plus efficace. Moi, je sais qu'il y a une méthode plus efficace et plus fiable que de compter des balles de ping-pong. Et c'est ça qu'on enseigne. Après, évidemment, ceux qui préfèrent rester sur les balles de ping-pong et les autres méthodes, libre à eux, en effet. Mais en tout cas, ce sera pas la méthode la plus fiable. Et à minima, c'est important de comprendre pourquoi on décide de poser une question ou pas. Et voilà, et si on décide de continuer à utiliser des questions, parce que j'en entends des gens qui me disent « Oui, mais celle-ci, je la pose depuis longtemps et je l'aime et elle me permet de... » Ok, sache juste qu'elle évalue pas ce que t'es censé évaluer. Après, si ça te fait plaisir de la poser et qu'elle est pas... qu'elle crée pas une expérience candidat désagréable, ce qui est parfois le cas, fine. Mais au moins d'être clair sur qu'est-ce que chaque question t'apporte dans un entretien, qu'est-ce qu'elle te permet d'aller mesurer. Et ça, c'est des choses où parfois on oublie un peu l'objectif du truc. Ouais. Mais tu seras vite tenté quand même d'évaluer la réponse du candidat. C'est ça le risque. Parce que tu vas être capable de pas regarder le truc. Oui, c'est hyper dur. Après, on reste des humains, hein, donc à un moment donné, si on se met à risque, la tentation est grande. Donc il faut aussi savoir que parfois les réponses que les candidats vont nous donner sur cette question, on ferait mieux de pas trop les interpréter. Et parfois, ça peut se jouer à des petits trucs en entretien. On le sait, on a tous des expériences où en entretien, on a senti le moment de bascule. On sait que là, là, je me suis... Fameuse question sur les hobbies, tu comprends que c'était pas le bon. Ouais, alors ça, c'est la question la plus inutile de l'univers, parce qu'on sait tous quoi répondre à ce truc-là. Donc en fait jamais tu vas dire la vérité sur ce truc-là, donc tu vas dire ce qui est socialement accepté, et donc tu vas te transformer en gendre idéal et en candidat socialement désirable, parce que tu sais que vaut mieux dire rugby que je sais pas quoi. Oui, vaut mieux dire rugby en fait. Le rugby ça marche très bien. Marion, qu'est-ce que tu dirais à des chefs d'entreprise qui nous écoutent? Alors nous, on est déjà un peu convaincus du sujet, évidemment, on est un peu parti pris. Mais qu'est-ce que tu dirais à des chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui se disent peut-être est-ce qu'il y a un vrai intérêt à investir sur ce sujet-là aujourd'hui? Je parle de la professionnalisation des recruteurs. Pourquoi est-ce qu'il faudrait le faire alors que justement peut-être demain tu as un outil magique avec l'IA qui va tout faire? Alors, je pense que c'est important de former ses recruteurs et ses hiring managers. Déjà, je pense que toutes les parties prenantes du process sont à former. Ça, c'est hyper important, parce que si tu formes tes recruteurs qui te construisent un process canon sur le bout des doigts, qui respectent tout, mais que
Derrière, les candidats sont envoyés en entretien à des hiring managers qui leur posent la question des balles de ping-pong dans un avion. Patatras, tout s'effondre et donc en fait on a raté notre truc. Donc je pense que il y a une responsabilité collective d'entreprise sur le sujet de la professionnalisation du recrutement d'abord. Je l'ai un peu teasé tout à l'heure. C'est un peu mon comment tu réduis ton risque. Enfin, je pense que c'est un vrai angle quand t'es dirigeant d'entreprise. Je vois pas quel argument plus convaincant que celui de la maîtrise du risque que tu prends, qui sera le risque sera jamais à zéro évidemment, mais comment tu réduis cette marge-là le plus possible et accepter que tu peux pas improviser un recrutement. Voilà. Accepter que c'est un process avec des méthodes, des étapes, de la même façon qu'on accepte des process dans tous les autres métiers. Il y a des cycles, et il y a des tunnels de vente au market, il y a des cycles de production quand on bosse dans la tech sur des cycles de dev. Et mais de la même façon sur le recrutement, il y a des cycles, il y a des process, et il y a des méthodes qui ne s'improvisent pas, qui s'apprennent. Et donc voilà. Et si on apprend ça, on va maîtriser notre risque. Et à la fin, on aura au moins agi et décidé en conscience. Et donc, on saura pourquoi on a dit oui, pourquoi on a dit non. Ça aide vachement à la décision aussi, la méthode de l'entretien structuré. Il y a quand même un peu ce truc, cet effet magique de je sais pourquoi j'ai dit oui ou non. Et même quand j'ai dit oui, je sais exactement les sujets sur lesquels mon candidat ou ma candidate retenue a le moins bien scoré sur mes critères. Et donc, moi, dans mon onboarding, je sais exactement là où je vais avoir plus d'attention. Et c'est pas mon feeling qui m'aura dit j'ai l'impression que, parce qu'en fait, on n'est pas en posture d'égalité en process de recrutement. Donc évidemment, le candidat a voulu donner le meilleur de lui-même. Il n'a peut-être pas montré toutes ses faiblesses ou quoi que ce soit, mais on va pouvoir l'accompagner vraiment précisément sur les points où il a moins bien scoré par rapport aux critères qu'on attendait sur le job. Et du coup, même l'onboarding est facilité. Donc en fait, je trouve que ça a un impact sur beaucoup de sujets et pas uniquement, même si c'est extrêmement important, mais pas uniquement sur le respect du candidat et le sentiment de justice dans l'évaluation par le candidat, ce qui est aussi très important, mais c'est aussi un vrai gage de confiance dans ta prise de décision. Ouais, je te confirme que c'est ultra précieux et finalement... il y a quand même beaucoup de managers qui, dans la phase de onboarding, peuvent être un peu dépassés de je vais observer sur quoi est-ce que rapidement il faut que j'évalue, que j'accompagne, etc. De réussir à se rappeler qu'il y a toutes ces données qui ont été collectées pendant l'entretien et qui vont en fait dès le début aider à créer un plan de développement. Ça c'est ultra précieux. Tu disais tout à l'heure que je pense que c'est un argument très bon pour les chefs d'entreprise de dire tu vas réduire ton risque. Et puis moi je mets ça en parallèle des montants parfois astronomiques qu'on dépense sur les sujets d'attractivité, de marque employeur pour essayer de rendre sa boîte sexy, pour faire venir des candidats. Si derrière le reste du process, donne pas envie, finalement pour plein de raisons différentes, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc c'est aussi de permettre de maximiser cet investissement-là. C'est clair. Et du coup, tu vois, pour reboucler sur le truc de... Mais c'était peut-être ta question d'après, ceci dit. C'est pas grave. Mais tu vois, pour reboucler sur ce truc aussi d'outils à l'école de recrutement, on dit souvent les outils ne te sauveront pas. Évidemment, si ton process est canon, tu mets un super outil, ça va beaucoup plus vite et on est tous d'accord. Mais justement, et pour reboucler avec le sujet sur l'IA, tu vois, si tu demandes à ChatGPT de te faire une trame d'entretien structurée basée sur des critères qui sont pas les bons, ChatGPT va te le faire, il a aucun problème, il te dira jamais non, il est vraiment pas vexant, il te fera toujours tout ce que tu veux. Donc il va te faire une trame d'entretien, mais si tes critères sont pétés, ta trame elle sera pétée en fait, et donc ton évaluation elle sera pétée, et donc tout est bancal. Mais comment savoir que tes critères sont les bons? Eh ben il faut que tu saches toi la méthode des incidents critiques. De la même façon, tu fais une trame d'entretien, tu demandes à GPT de faire une trame d'entretien, il va te faire ta trame de notation. Si tu sais pas ce que c'est l'échelle BARS, ben en fait tu vas jamais demander à GPT de te faire une trame avec une échelle BARS. Et ben du coup ton évaluation, enfin, et donc voilà, tous ces trucs là, si tu ne connais pas la base de la méthode, tu ne seras pas critique sur ce que GPT te propose, et comme son métier c'est de te sortir la moyenne de ce qui existe, ce sera très probablement quelque chose
d'illusoirement, je sais pas si ça existe ce mot, mais d'illusoirement acceptable. Ouais. Tu vois, tu vas te dire ah bah ça je peux l'utiliser, ça paraît bien, parce qu'en plus maintenant il te fait des super mises en forme, de trucs de trame, de Notion et tout, et donc tu vas te dire ah bah ça c'est solide, et puis en fait tu montres ça à un spécialiste de l'évaluation, il va te dire ah non en fait il te manque ça, il y a ça et ça marche pas et ça machin, voilà. Mais si toi tu le sais pas, tu vas croire que tu vas dans la bonne direction et puis tu vas continuer à reproduire des choses un peu médiocres. C'est comme pour tout le reste, absolument. En fait, avoir déjà un peu une compréhension du sujet avant d'outiller. Et je confirme que je pense qu'on n'est vraiment pas prêt dans beaucoup d'entreprises sur ces sujets-là, sur lesquels on n'a pas encore le bon niveau de maturité. Marion, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire sur ce sujet, mais sur lequel je ne t'ai pas posé de questions? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter qui te paraît utile? Bah non, je viens de me le faire, toute seule sur la partie outils. Non, je pense qu'on a bien balayé. Après, on peut rester 3 heures. Hein, si, je sais, moi aussi. Moi aussi. Peut-être le mot de la fin. On a vu les 3 sujets, les 3 erreurs courantes, les 3 grands oubliés, entre guillemets. On a vu le message que tu aimerais passer à un dirigeant. Je sais qu'il y a beaucoup de DRH qui écoutent maintenant le podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais leur passer comme message autour du sujet du recrutement d'aujourd'hui et de demain? Un peu le même qu'aux dirigeants d'entreprise. Je pense que alors nous, on vit à travers la formation parce qu'on croit en l'éducation et on croit vraiment au pouvoir de la connaissance sur le changement des comportements. Je pense qu'il faut que les DRH soient convaincus, et il y en a beaucoup. Moi, je suis dans certains collectifs de DRH qui œuvrent vraiment pour ça. Et que chaque DRH y trouve son angle, en fait, que ce soit de la réduction de prise de risque, que ce soit de la professionnalisation, montée en compétence des équipes, que ce soit des convictions peut-être plus personnelles d'équité et de justice dans une expérience candidat, que ce soit un angle de diversité inclusion, on en parlait tout à l'heure, pour comment tu peux mettre en place concrètement des choses et pas faire du washing un peu facile où tu vois t'essayes de faire, et je pense qu'en fait on arrive un peu au bout de tous ces trucs où on veut mettre en place des choses et on sait pas par où commencer, et en fait cette méthode là peut déjà révolutionner beaucoup de choses. Alors oui, ça demande du boulot, clairement, mais il y a plein de DRH qui sont déjà très structurés, avec déjà un angle compétence et qui ont déjà cette logique-là, qu'il faudrait faire infuser jusqu'aux équipes recrutement. Un très bon point de départ, en effet. Merci beaucoup, Marion. C'était passionnant. Et on aurait pu passer des heures, mais je sais qu'on a un timing contraint. Merci beaucoup. Merci à toi.